Je voudrais vous présenter le dividende démocratique. On va faire ça très simplement, en deux temps. D'abord, on va voir pourquoi le système économique actuel nous amène inexorablement vers le chaos, la guerre ou la révolution. Après ce constat, je vais vous proposer une façon de corriger le système. Pas de le remettre en cause, juste un ajout, un changement unique, le fameux dividende démocratique. Et ça, juste ça va tout changer. Parce qu'avec ce changement unique, on va pouvoir combler le déficit de la France et même rembourser la dette nationale, générer des dizaines de milliards de fonds d'investissement pour l'innovation et la décarbonation. On n'a pas besoin de créer de nouvelles taxes, de nouveaux impôts, on n'a pas besoin de réduire l'État-providence, en fait on va même l'améliorer, et nous allons libérer les forces vives de la nation, les entrepreneurs, les travailleurs, ceux qui se lèvent tôt. Ça paraît incroyable, hein? C'est trop beau pour être vrai. Et pour vous convaincre, je vais devoir expliquer beaucoup de concepts économiques. On est parti pour un long voyage. J'espère que vous resterez avec moi jusqu'au bout. Alors déjà, que pensez-vous de notre société? Vous êtes satisfait? Vous pensez que ça va en s'améliorant? Moi, j'ai l'impression que la France s'enfonce dans le marasme. On est englouti dans une mélasse de directives, règles, contraintes. Tout est dicté pour la bonne cause. Nous payons plus de 50% d'impôts. Mais en même temps, quand je passe dans une zone défavorisée, je vois des gens qui vivent de manière indigne, inhumaine, et parfois même se comportent comme tels. Je voudrais éradiquer cette extrême pauvreté. Je serais même prêt à payer plus d'impôts si j'avais l'impression que ça allait servir à quelque chose, que ça ne se perdrait pas dans les méandres de l'administration. Et en plus, quand ça se perd, ça ressort en un peu plus de ces règles qui nous étouffent à petit feu. Et puis il y a le problème des aides de l'État. Les gens ne peuvent pas être heureux de dépendre de l'État. Les gens seraient bien plus fiers d'eux-mêmes s'ils s'en sortaient tout seuls, sans l'aide de l'État. On leur répète en boucle que c'est à cause de la société s'ils ne s'en sortent pas, mais souvent, ceux qui disent ça le font pour asseoir leur propre pouvoir personnel. Il faudrait redonner l'envie, la liberté d'entreprendre, la fierté de se débrouiller seul par ses propres moyens, plutôt que de passer son temps à rechercher des allocations et des subventions. Je voudrais vous montrer quelque chose. J'appelle ça le chapeau de sorcière. Non, pas celui-là, celui-là. Donc on a des segments horizontaux et en fait ils font tous la même surface, ils contiennent tous le même nombre de gens. En haut, vous avez le segment des riches et on voit que 10% des gens possèdent 50% de la hauteur, donc 50% des richesses. Et on voit en bas ce segment écrasé qui devrait encore plus aller vers la droite. Si on prend une personne sur trois en France et qu'on additionne tout ce qu'ils ont, on arrive à peine à 1% des richesses. On pense souvent que le monde est une pyramide, mais non, c'est une tour Eiffel, ou même pas, c'est un chapeau de sorcière. Et en plus, ce chapeau s'affine de plus en plus. Les inégalités augmentent. Et ça, c'est le résultat obtenu avec 50% des impôts des Français, 50% de ce qu'ils gagnent, et en plus en les enfermant dans un carcan de protection kafkaïenne. Quand on voit ce résultat, mais comment croire une seconde que plus d'État, plus d'impôts vont régler le problème? Le résultat de ces inégalités, c'est que les gens remettent en cause le système. Et quand le système est remis en cause, tous ceux qui le soutiennent sont disqualifiés. Et la démocratie fait que nous élisons des gens qui promettent de changer ce système. Et ce sont des gens en général qui sont des mal alpha, des menteurs, des manipulateurs. Et puis ça finit par des saluts nazis et par 1984 d'Orwell. Qui est élu actuellement? On a des ultra-riches, des ultra-puissants, et parfois les deux en même temps. Et moi, je veux pas de ça pour mes enfants. Je veux pas cette guerre, cette révolution que je sens arriver. Et donc, je dois trouver une solution. Et je me dis que si les inégalités continuent à croître, avec 50% de collectivisation, c'est qu'il doit y avoir un déséquilibre profond enfoui dans le système économique. Alors, si on doit trouver un déséquilibre dans notre démocratie, un suspect à regarder en premier, c'est le capitalisme. Indéniablement, le capitalisme crée du progrès, et nous en bénéficions tous. Ça, c'est la phase positive du capitalisme.
Mais en même temps, le capitalisme, il repose sur la loi du plus fort. Il est féodal, dictatorial. Et donc à l'opposé de notre idéal égalitaire. Ça, c'est sa face négative. C'est comme si on avait les deux faces d'une même pièce, indissolublement liées. Bon, en même temps, l'alternative du capitalisme ne fonctionne pas. Le communisme, c'est l'égalité dans la pauvreté. Pour prendre une image, le papier toilette est gratuit, mais il n'y en a pas dans les magasins. C'est d'ailleurs ce qu'on vit en France avec le système de santé. Il est quasi gratuit, mais il est impossible de prendre un rendez-vous. En fait, on a remplacé l'arbitrage par l'argent en l'arbitrage du temps qu'on est prêt à passer dans la file d'attente. À la base du capitalisme, il y a cette idée que plus vous détenez de richesses, plus vous avez le droit de vote. Une action, un vote. Et à l'opposé, si vous prenez la démocratie, qui stipule que nous sommes tous égaux, vous allez avoir un citoyen égale un vote, quelle que soit sa richesse. On voit l'antagonisme entre capitalisme et démocratie. Et pourtant, le capitalisme a besoin de l'état de droit, et donc de la démocratie. Ils sont antagonistes, mais indissolublement liés. Allons plus loin. Avec le capitalisme, s'il y a création de profit, il y a distribution d'un dividende aux actionnaires, réparti en fonction des droits de vote. Que se passe-t-il si nous appliquons le concept du dividende à la démocratie? Nous arrivons à la conclusion que si la nation génère collectivement du profit, alors elle doit distribuer elle aussi un dividende. Et c'est intéressant parce que beaucoup de capitalistes considèrent que les pauvres sont oisifs et qu'ils n'ont qu'à travailler pour contribuer plus. Mais ce sont les mêmes capitalistes qui trouvent normal de toucher un dividende juste parce qu'ils possèdent une action. Mais en possédant une action, est-ce qu'ils contribuent plus à la création de valeur? Et donc, si le capitalisme rémunère les actionnaires par un dividende, alors la nation devrait rémunérer les citoyens par un dividende. Alors, si vous dites que le simple fait d'être citoyen donne droit à un dividende, vous pensez immédiatement au revenu universel. Et moi, je pense que le revenu universel n'est pas viable en démocratie. Parce que le lendemain de la création du RU, vous aurez un homme politique qui proposera de le doubler. Et il sera élu. Et de doublement en doublement, nous arriverons rapidement à la faillite. Non. S'il doit y avoir un dividende démocratique, il faut que ça soit par un calcul automatique qui ne dépende pas du politique. Le dividende démocratique doit être calculé en fonction du profit généré par la nation collectivement. Et donc, c'est pas un revenu. Et donc, on doit chercher aussi un mode de calcul automatique. Et là, on se dit, mais fondamentalement, ce qu'on veut, c'est arrêter la croissance des inégalités. On veut trouver un équilibre permanent, stable. Et quand on cherche l'équilibre en économie, on tombe assez vite sur la règle d'or de l'économie. Donc, nous vivons dans un monde capitaliste. Dans ce monde, il y a deux façons de gagner de l'argent. Vous pouvez travailler et gagner votre pain à la force de vos bras. Ou, si vous avez du capital, vous pouvez investir, vous pouvez le faire fructifier et toucher des intérêts. C'est la rente. Ceux qui n'ont rien, en fait, n'ont accès qu'au travail de leurs bras. L'Empire romain et ensuite Karl Marx les appelle les prolétaires. Donc, travail et capital, en fait, ils vont de pair. Parce que le travailleur, il a besoin de machines pour travailler. Et la machine, c'est une forme de capital. Le travail a donc besoin de capital pour créer de la valeur. Et donc, une partie de la valeur créée par le travail doit rémunérer le capital. Et on parle souvent donc de partage de la valeur. On est bien dans ce sujet. C'est la croissance qui fait progresser le pouvoir d'achat de l'ensemble des travailleurs grâce au capital. Et c'est le taux de rémunération du capital qui fait croître le capital. Et donc la stabilité, ce serait que les deux soient égaux. C'est ça la règle d'or de l'économie. Taux d'intérêt égale croissance. Et la règle d'or de l'économie est une condition nécessaire pour avoir de la stabilité. Les inégalités augmentent parce que le capital est mieux rémunéré que le travail. Si on revient au chapeau de sorcière, vous avez le travail qui alimente la richesse globale et qui fait grossir le chapeau. Mais le chapeau se déforme.
L'argent créé par tous a tendance à aller plutôt vers ceux qui détiennent le capital. Alors, attention, tout le monde est un peu coupable et victime, hein, parce que chacun a son niveau dans le chapeau. On a un peu de capital et on travaille. Et donc, à chacun à son niveau, on capte un peu de cette valeur. Le capital que chacun possède récupère un peu d'argent de ceux qui sont en dessous. Et nous sommes nous-mêmes exploités par ceux du dessus. Et donc, la grande question maintenant, c'est pourquoi est-ce que le capital est mieux rémunéré que le travail? Alors, pour comprendre pourquoi le capital est mieux rémunéré que le travail, on va regarder un phénomène qui s'appelle la préférence pour le présent. Prenons un exemple très concret. Prenons un couple relativement jeune, disons 30 ans. Il vient d'avoir son premier enfant. Il voit donc ses dépenses augmenter. Il lui faut un logement plus grand, peut-être une voiture, il lui faut une poussette. Il a besoin de s'équiper. Il n'a pas assez de cash, de capital, pour acheter tout au comptant. Alors il pourrait attendre pour économiser, ou alors il peut emprunter. Parce que c'est maintenant qu'il faut une poussette, c'est pas dans 3 ans, une fois que le gamin il marche. Et donc il va emprunter. Et c'est cela la préférence pour le présent, c'est une obligation d'acheter maintenant. Alors j'ai pris un exemple sympa, celui des parents et de leurs enfants. Mais c'est valide aussi pour le supporter de foot qui doit acheter absolument un écran de 2 mètres de diagonale à la veille du mondial. C'est le même phénomène. Il la faut maintenant, pas après le mondial. Alors à son échelle, en empruntant, le couple fait le calcul suivant. Il sait que dans les années qui viennent, sauf accident, son salaire va sans doute augmenter. Il y aura de l'inflation, il y aura de la croissance, et il va progresser dans ses compétences, et donc il sera augmenté. Et donc ça ne choque pas de prendre un prêt à, disons, 5 ou 6%, alors que pourtant la croissance est à 1 et l'inflation est à 2. Et donc il accepte un petit différentiel de 3%. Alors attention, je ne dis pas que mettre un taux à 6% est injustifié. La banque a des frais, elle prend un risque, car parfois l'emprunteur ne rembourse pas. Mais quand même, à l'arrivée, on se retrouve avec un petit différentiel de 3%. Ça ne paraît pas grand-chose, 3%, mais pourtant, 3% par an qui se cumulent année après année, ça crée un doublement en 23 ans. Alors à l'échelle de notre couple, 20 ans, 23 ans, c'est très long, c'est très loin, on verra bien. Et il peut espérer que son salaire va effectivement, lui aussi, doubler dans 20 ans. Mais quand même, sur un crédit immobilier sur 20 ans, il va payer sa maison 2 fois. En contrepartie, il aura la jouissance de son logement tout de suite, il n'avait pas les moyens, il n'a pas le capital de le payer cash, mais il habite quand même dans la maison. S'il n'avait pas emprunté, s'il n'était pas endetté, il aurait peut-être dû louer et 20 ans après, il n'aurait rien en fait. Alors que le couple qui a emprunté, maintenant, il est à la tête du capital équivalent au prix de sa maison. Il est monté de quelques étages dans le chapeau. Le locataire, lui, il n'a rien du tout, il est resté en bas. Et donc ça, à l'échelle de la société, macroéconomiquement, partout, tout le temps, on a des petits 3% de différentiel qui remontent dans le chapeau, qui percolent vers le haut. Si on empruntait à 3%, soit la croissance plus l'inflation, les inégalités ne croîtraient pas. Mais on emprunte à 6, pour d'excellentes raisons. Et ce faisant, on augmente tous collectivement les inégalités. Avec le capitalisme, tout le monde progresse, mais à cause de la préférence pour le présent, les inégalités se creusent inexorablement. Et donc, c'est structurel. Petit à petit, la base s'appauvrit, s'effrite, et tandis qu'en haut de la pyramide, mécaniquement, on s'enrichit. Et c'est ainsi qu'on arrive à une situation du chapeau de sorcière. Et le pire, c'est qu'on peut même pas en vouloir aux riches. C'est pas un complot du grand capital contre les pauvres. Je répète, c'est pas un complot. On est dans un phénomène structurel inhérent à notre système. La conséquence, c'est que l'argent se concentre de plus en plus. Et des régions entières qui ne créent pas de capital s'appauvrissent. Elles n'ont juste plus assez de cash. Par exemple, telle région rurale ne produit que de l'agriculture. Mais tout le monde doit acheter une voiture et un téléphone produits à l'extérieur. Et donc leur balance économique est négative, leur cash, leur travail est capté par le capital. Et donc, dans cette pyramide, qui est en fait un chapeau de sorcière, la tension augmente entre la base, toujours plus pauvre,
et le sommet toujours plus riche. Ce qui est certain, c'est que tic-tac, chaque jour qui passe, la préférence pour le présent fait ruisseler l'argent du bas vers le haut. Et au bout d'un moment, entre les deux pôles en tension, ça va claquer, un éclair va jaillir. Hein, c'est pour ça qu'on a eu la crise des Gilets jaunes. Ils ont été appauvris par la préférence pour le présent. Ils n'en peuvent plus, ils se révoltent. Et ils blâment l'État, mais l'État n'y peut rien. Et c'est que le début, hein, quand les gens n'en peuvent plus, ça explose en émeute, en révolution et en guerre. Et là, tout de suite, au moment où on se parle, moi je vois les prémices d'une telle situation. On est vraiment sur une raison primordiale, hein. On est sur la cause racine du malheur des hommes, et ce, depuis la nuit des temps. Hein. Celui qui a du capital va forcément exploiter celui qui n'en a pas, en étant rémunéré juste un petit peu plus que ce qu'il devrait. Et le débiteur acceptera ce petit delta parce que la préférence pour le présent le lui impose. Et les inégalités vont s'accroître petit à petit, au point de mettre en danger notre contrat social. À travers toutes les époques, on trouve la trace du surendettement et de l'hyper-concentration du capital. C'est la cause du déclin, de la décadence, puis de la chute des civilisations. Le capital se concentre de plus en plus, jusqu'à ce que ça explose comme une cocotte minute chauffée à blanc. Et donc ça fait des milliers d'années que l'humanité s'interroge sur le sujet. Aristote disait « L'argent n'est pas chose vivante, il ne devrait pas engendrer ». Les trois grandes religions, juives, chrétiennes, musulmanes, ont interdit le prêt d'usure. Encore aujourd'hui, la finance islamique l'interdit. Plus près de nous, Proudhon a dit la propriété, c'est le vol. Et Karl Marx voulait annihiler le concept même du capital, et donc la propriété privée. Aujourd'hui, la société capitaliste, notre société, a complètement accepté, intégré le prêt d'argent. Le consensus est que l'emprunt permet l'investissement et l'entrepreneuriat. Il est le moteur de l'économie et il est hors de question de le remettre en cause. À condition, quand même, de rééquilibrer en compensant la préférence pour le présent. Résumons. On a besoin du capitalisme pour progresser. Le communisme, ça ne marche pas. Mais le capitalisme ne garantit pas une société harmonieuse. Il ne la garantit que si la règle d'or de l'économie est respectée. À cause de la préférence pour le présent, elle ne l'est jamais. Et donc, les inégalités augmentent mécaniquement, petit à petit, et affaiblissent, détruisent les sociétés humaines, toutes les sociétés humaines. On ne peut pas laisser cela continuer, il y a urgence. Là, en ce moment, nous entrons dans la dernière phase du cycle, celle où les ultra-riches accaparent de plus en plus de valeurs relatives. Ça s'est accéléré avec l'avènement du numérique, et ça va s'accélérer encore plus avec l'intelligence artificielle. Mais alors, comment est-ce que ça tient actuellement? Eh bien, ça tient grâce à la redistribution étatique. En France, 50% de l'économie est administrée. On atteint des niveaux de redistribution gigantesques. Et ils sont justifiés, parce que sans eux, notre société aurait déjà explosé. Le problème, c'est que cette redistribution est complètement, absurdement inefficace. C'est devenu complètement dément. Alors, on invente le RSA. Bon, super le RSA. Mais s'y inscrire, c'est tellement complexe que 50% de ceux qui ont droit au RSA n'essayent même pas de l'obtenir. On invente le CICE, un système ubuesque où des armadas de fonctionnaires distribuent de l'argent aux sociétés pour compenser le fait qu'une autre armada de fonctionnaires leur prenne trop d'argent en impôts. Ou encore le crédit impôt recherche, une autre usine à gaz de type CICE, qui utilise une autre armada de fonctionnaires et des milliers de consultants qui aident les sociétés innovantes à récupérer des crédits d'impôt en ponctionnant 10% de sa valeur. Mais 10%, mais c'est l'histoire du sapeur camembert. Vous payez deux fonctionnaires, un qui creuse le trou et l'autre qui comble le trou. Et puis le colonel, il arrive et il regarde, il fait il n'y a pas assez de place dans le trou, il faudrait faire un trou encore plus grand. Voilà, c'est l'hyper-complexité à tous les étages. Avec des seuils, des planchers, des plafonds, des taux progressifs, tout un zoo de règles tellement débiles, incompréhensibles, qu'il a fallu inventer un droit à l'erreur.
Alors, il existe des milliers de dispositifs de redistribution, chacun induisant des coûts et du frottement, de la déperdition économique. C'est tout le temps, partout, le sapeur camembert qui creuse un trou pour mettre la terre d'un autre trou. La redistribution par l'État est 1000 fois justifiée. Elle est même rendue indispensable à l'équilibre de la société qui doit besoin, il faut compenser le non-respect de la règle d'or. Mais on aboutit à un État obèse, inefficace, liberticide, chicanier, des histoires de fous. Hein. Et ça nous tue. Et donc, le constat est le suivant. On a besoin du capitalisme pour créer de l'émulation et en conséquence du progrès, mais il contient en lui-même son propre déséquilibre, hein, la fameuse préférence pour le présent. Et donc, pour compenser, on a inventé un État sclérosé et sclérosant. Et en plus, cet État, il est lui-même la première victime de la préférence pour le présent. Hein. Il s'endette tout le temps. Il n'y a pas de solution dans la dette. Hein, parce que qu'est-ce qu'elle fait la France depuis 50 ans, sinon s'endetter par préférence pour le présent? On ne veut pas économiser pour s'acheter un nouveau pont, une nouvelle école. Hein. On la veut tout de suite, on veut investir, on préfère emprunter. Et voilà comment on se retrouve à devoir payer 52 milliards d'intérêts de la dette en 2024. C'est beaucoup, beaucoup d'argent, 52 milliards. Hein. Par exemple, prenez le budget de l'éducation nationale, 63 milliards d'euros. Hein. Oui, on dépense presque autant en intérêts de la dette que pour élever nos enfants. Et si on n'avait pas suivi l'atavisme de la préférence pour le présent, eh bien on pourrait juste aujourd'hui doubler le budget de l'éducation nationale. Hein. 52 milliards d'euros, ça représente 1000 euros par Français, bébé compris. C'est juste dantesque, hein, quand on pense qu'un Français sur deux gagne moins de 1850 euros par mois. Hein, ça veut dire que si vous êtes un couple avec 2 enfants, cette année, l'État français va dépenser 4000 euros en votre nom à crédit. Mais alors, l'État censé corriger le déséquilibre induit par la préférence pour le présent contribue lui aussi au déséquilibre à hauteur de 2300 milliards de dettes. L'État, en fait, il accentue le ruissellement inverse. Il paye 52 milliards d'intérêts au bénéfice du détenteur de capital. Et on voudrait créer encore plus de dettes. Mais on marche sur la tête. En s'endettant pour le bien de tous, l'État alimente la pompe créatrice d'inégalités. Il n'y a aucune solution dans la dette. Une dette destinée à l'investissement pourrait se justifier, mais pas une dette de fonctionnement. Contracter une dette pour s'acheter un toit, ok. Mais une dette pour s'acheter une télé et regarder le mondial, non. Car toute dette, qu'elle soit contractée par l'individu ou par l'État, va contribuer à l'augmentation des inégalités entre les détenteurs de capital et les autres. Nous sommes tellement accros à la préférence pour le présent que le déficit public de la France est supérieur au service de la dette. Même si nous n'avions pas à payer l'équivalent du budget de l'éducation nationale, nous trouverions encore le moyen de nous endetter à hauteur de 21 milliards d'euros par an. Une autre réponse que la dette, c'est l'impôt. Alors, j'entends des économistes dire durant les 30 Glorieuses, le taux marginal d'imposition était à 90%, et donc remettons ce taux confiscatoire et ça va bien se passer. Et moi je pense que les 30 Glorieuses, en fait, c'était pas le taux confiscatoire à 90%. Ça venait de la guerre de 40. Qu'est-ce qu'on a fait pendant la guerre de 40? On a détruit toute l'Europe. On a détruit tout le capital de l'Europe. Qui a été le plus touché? Alors avant tout les gens, bien entendu, dans leur chair. Et souvent, c'était les plus pauvres qui servaient de chair à canon. Mais économiquement, ceux qui ont été le plus touchés sont ceux qui détenaient le capital. Et donc avec cette guerre horrible, on a aplati le chapeau. Par la destruction et le malheur, on a créé une société plus égalitaire. Et une fois que tout le monde était pauvre, on a retroussé nos manches et on a tout reconstruit. Et ça a donné les 30 Glorieuses. On partait de tellement bas qu'on ne pouvait que progresser chaque année. Et ça a rendu les gens heureux. C'est ça la solution du bonheur? Un déséquilibre dysfonctionnel dans la société, mortifère, qui engendre un cycle guerre, 30 Glorieuses, déclin, guerre, etc.
Une bonne guerre ou une bonne révolution de temps en temps qui remet les compteurs à zéro? Je ne crois pas. En tout cas, je ne le souhaite pas pour mes enfants. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met moins d'État redistributeurs et donc on a plus de pauvres? Ou alors on met plus d'État redistributeurs et on a encore moins de liberté, plus d'entrepreneurs et plus de progrès? La peste ou le choléra? Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un meilleur système? Eh bien moi, j'en ai un à vous proposer de système, le dividende démocratique. Il faut qu'on traite le mal à la racine. Donc il faut rétablir la règle d'or, croissance égale taux d'intérêt plus inflation, qui n'est pas actuellement vérifiée. Et donc on doit calculer chaque trimestre, chaque mois, le gap, le delta, la différence entre les deux. En fait, ça revient à calculer la surrémunération du capital, le montant du déséquilibre de la règle d'or. En fait, c'est ce que Marx appelait la survaleur. Alors, on sait faire ça, hein. En France, on a l'INSEE, l'Institut national de la statistique économique, et l'INSEE a tous les outils pour faire ce calcul, et même ils le font déjà sous d'autres formes. Chaque mois, on va distribuer l'équivalent en argent, en cash, à part égale entre chaque citoyen. Alors techniquement, comment on va faire? Tout citoyen déclaré, français ou pas, a un numéro fiscal, et donc on va lui créer un compte en banque associé à ce numéro fiscal. Et chaque mois, on lui verse sa quote-part sur ce compte, pour qu'il en fasse ce qu'il veut. Et donc c'est de l'argent gratuit, on ne va pas lever des taxes pour ça. Mais d'où il vient cet argent? Eh bien tout simplement, on va le créer ex nihilo, on va l'imprimer. Alors je sais, ça paraît dingue, et je reviendrai sur ce point plus tard. En attendant, c'est très important de bien comprendre que s'il n'y a pas de surrémunération, alors il n'y a pas de versement. On ne distribue que la survaleur. On n'invente pas des faux profits, on ne laisse pas le politique fixer le montant pour satisfaire son besoin d'être réélu et sa soif de pouvoir. Tout est mécanique, automatique, et donc c'est apolitique. On a ici l'équivalent d'un dividende capitaliste. On considère la nation comme une compagnie commerciale qui crée de la valeur et du profit. C'est comme si nous, citoyens, nous étions ses actionnaires, à part égale, et nous décidions de nous verser un dividende. Chaque citoyen disposant d'un droit de vote, on peut considérer qu'il a une action de la société, de la nation. Il est le capitaliste, l'actionnaire de la nation. Et donc attention, quand la société ne crée pas de survaleur, ne crée pas de profit, le citoyen ne reçoit pas de dividende. Et donc c'est pas de l'assistanat, c'est une nécessité, un droit pour rétablir l'équilibre, pour stopper l'accroissement mortifère des inégalités inhérents au système capitaliste. Et comme ce dividende est directement lié au fait que chaque citoyen ait un vote, c'est pour ça qu'on va l'appeler dividende démocratique. Ce dividende démocratique est littéralement une conséquence de la démocratie. Il est un droit aussi évident que la démocratie elle-même. C'est la démocratie appliquée à l'économie. Alors j'adore ce paradoxe, on applique le droit d'actionnariat du capitalisme sauvage à la société humaine, à la nation, et hop, on rétablit l'équilibre. Alors à ce stade, je voudrais vous donner quelques chiffres. En 2018, l'INSEE donne à la France un patrimoine total, une espèce de valeur, de 15 000 milliards d'euros. J'arrondis, c'est l'ordre de grandeur qui compte. Ici, on veut dire, si tu fais un chèque de 15 000 milliards, tu peux acheter toute la France. Les maisons, les champs, les entreprises, tout ce qui se vend. Pas les Français, juste le matériel. Il est intéressant de comparer cette somme avec le PIB annuel, qui est de l'ordre de 2300 milliards d'euros. Donc, en 2018, le PIB est de l'ordre de 2300 milliards. On voit que la valeur de la France est équivalent à 6 années de PIB, 6 fois 2300. Instinctivement, moi j'aurais dit plus, parce que la France s'est construite sur 2000 ans, et non pas sur 6 ans. Et pourtant, 6 années de production suffisent à recréer 15 000 milliards. Mais en même temps, la plus grande partie du PIB est composée de choses transientes, temporaires, jetables, comme la nourriture ou une voiture. Ça ne contribue pas à créer de la valeur à long terme. Et donc, au moment de l'arrivée, on voit que toute la valeur de la France peut être achetée en 6 ans de travail. Et je trouve que ça fait réfléchir sur la valeur de ce qu'on produit. Autre calcul intéressant, on peut diviser 15 000 milliards par 67 millions de citoyens. Et on trouve alors 224 000 euros par citoyen.
Si vous avez moins que cela comme capital, vous avez moins que la moyenne. De nouveau, une recherche rapide montre que le capital médian, il ne faut pas confondre la moyenne et la médiane, est de l'ordre de 79 000 euros. La moitié des Français possèdent moins de 79 000 et la moitié possède plus. L'écart entre la médiane et la moyenne est gigantesque et on retrouve ici notre chapeau de sorcière. Vous trouverez aussi facilement que la moitié la plus aisée des Français possède 92% du capital. Et donc la moitié pauvre n'en possède que 8%. C'est de nouveau une vision sur les inégalités. On est déjà dans une situation très inégalitaire, on est déjà en fin du cycle inévitable de création-destruction, et la cocotte minute des inégalités chauffe. Quand explosera-t-elle ? On va faire le détail du calcul pour 2018, à partir des chiffres de l'INSEE. La première étape est de calculer la rémunération du capital. Elle est égale au profit des entreprises, qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation, auquel on ajoute un tiers du revenu des indépendants. Pourquoi un tiers ? Eh bien, le revenu d'un indépendant est avant tout son salaire, mais pour son activité, il a dû immobiliser du capital. Par exemple, un plombier a pu acheter une camionnette, un agriculteur a dû acheter des champs et un tracteur, ou un dentiste a dû acheter une chaise de dentiste. Et vous trouverez assez facilement sur Internet qu'un calcul précis donne en moyenne 2 tiers salaire et 1 tiers rémunération du capital. La somme fait un total de 716 milliards. La deuxième étape consiste à diviser la rémunération du capital par le capital de la France, c'est-à-dire 15 000 milliards, afin de calculer une rentabilité. On trouve 4,68%. Pourtant, cette année-là, le PIB n'a lui augmenté que de 1,9%, qui correspond à croissance plus inflation. Et donc, cette année-là, le travail n'a été rémunéré que à 1,9%, tandis que le capital a été rémunéré à 4,68%. Tout notre discours consiste à dire que le capital devrait être rémunéré à la hauteur de la richesse créée, c'est-à-dire 1,9, ni plus ni moins. On trouve donc une survaleur de 2,78%, qui est une captation indue par le capital de l'argent. C'est de l'argent qui profite en priorité aux détenteurs de capital et donc aux riches. Ce sont ces 2,78% répétés année après année qui créent le déséquilibre et provoquent l'augmentation des inégalités. Et donc, puisque cet argent est capté de manière indue, on va le redistribuer. 2,78% de 15 000 milliards, cela fait 291 milliards. Divisé par 67 millions de citoyens et par 12 mois, cela fait 374 euros par mois. En 2018, on aurait dû distribuer 374 euros par mois à chaque citoyen pour compenser le dysfonctionnement du capitalisme. Mais attention, 374 euros de 2018 équivalent à 435 euros de 2025 à cause de l'inflation. Si on fait le même calcul tous les ans, et je rappelle que je tiens une feuille Excel à votre disposition si vous voulez voir les calculs, on trouve en moyenne 480 euros par mois. 480 euros par mois, c'est la préférence pour le présent qu'il faut combattre. C'est le dividende démocratique qu'il faut verser chaque mois à chaque citoyen pour rétablir l'équilibre de la règle d'or de l'économie. Je voudrais aussi vous parler d'un sondage qui m'a beaucoup frappé. Quelqu'un a demandé à un panel de Français combien vous manquerait-il pour être heureux ? Eh bien, en moyenne, les Français auraient pu répondre 10 000 euros, 100 000 euros. Eh bien, pas du tout. Ils ont répondu 500 euros. Vous voyez la coïncidence ? On retrouve à nouveau ces fameux 500 euros qui manquent, qui correspondent exactement, ou presque, au calcul précédent. Comment ne pas se dire que le Français ressent confusément qu'il lui manque quelque chose ? Comment ne pas penser que ce petit quelque chose qui lui manque est directement lié à cette ponction invisible, indolore, silencieuse du capital, qui est la conséquence de la préférence pour le présent. En conclusion,
Le calcul précis, fait sur base des chiffres de l'INSEE, nous donne une préférence pour le présent de 2,5% en moyenne et un dividende démocratique de l'ordre de 480 euros, toujours en moyenne, donné chaque mois à chacun des citoyens. Mais ça fait énormément d'argent. D'où vient-il? Tout à l'heure, j'ai dit que le dividende démocratique ne serait pas financé par l'impôt, mais par la création monétaire. Il faut que j'explique ce que cela veut dire. Alors ça peut vous paraître dingue, mais imprimer de l'argent, les États le font depuis la nuit des temps. Ils le font en fait pour financer leur train de vie, construire des châteaux, organiser des grandes fêtes, ou pour partir à la guerre. Déjà, dans l'Antiquité, les Romains récupéraient les sesterces et autres pièces d'or pour les fondre et en faire plus avec la même quantité de matière. On ramasse 2 pièces d'or de 1 sesterce, et on en fait 3 de 1 sesterce, un peu plus petite, et hop, ni vu ni connu, on a gagné 50%. Après, on a parlé du privilège seigneurial de battre monnaie sur ces terres. Et on fait bien de parler de privilège, parce que imaginez les fêtes, les tournois que je peux financer si je peux battre monnaie. Avec l'invention du billet de banque, c'est encore plus simple. Il suffit d'avoir une imprimante et du papier. Et alors maintenant que l'argent est dématérialisé, qu'il n'y ait plus qu'une suite de 0 et de 1 sur les ordinateurs, c'est encore plus simple. Il suffit de rajouter un 0. Alors forcément, cette capacité de créer de la richesse à partir de rien, ça va déraper. Parce que c'est un peu comme la magie, c'est un peu la chimie, on transforme du plomb en or. Et d'ailleurs, si on parle d'alchimie, c'est pas tant que ça bizarre d'aboutir à un chapeau de sorcière. Alors bien évidemment, les États ont été tentés d'imprimer toujours plus d'argent pour dépenser toujours plus. Et ça déclenche tôt ou tard des cycles d'hyperinflation causés par l'absence de confiance dans la monnaie. Devant leur incapacité à se contrôler, les États ont délégué le pouvoir de création monétaire à un conseil de sages indépendants, les banques centrales. Mais quand même, il faut que j'explique que cette création monétaire est absolument indispensable au bon fonctionnement d'une économie en croissance. Et pour cela, je vais prendre une métaphore. Alors, ce sont les Anglais qui ont inventé le système des banques centrales au XIXe siècle. C'est l'apogée de la domination anglaise sur le monde, le temps des colonies, un temps où une grande quantité de richesses rentrait par bateau entier dans le royaume. Mais si la quantité de richesses disponible dans le royaume augmente et que la monnaie reste constante, que se passe-t-il? Mécaniquement, vous avez plus de richesses pour la même somme d'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lundi, avec 1000 livres, vous pouvez acheter une calèche. Et puis le mardi, vous pouvez acheter une calèche et les chevaux. Ça, c'est pas bon du tout. C'est un phénomène qu'on appelle la déflation. C'est très, très mauvais pour l'économie. Parce que si vous avez de la déflation, alors plus personne n'a intérêt à investir. Pourquoi prendre le risque d'investir, si on a de l'argent, prendre le risque de le perdre, s'il suffit de s'asseoir dessus et de le voir augmenter par l'afflux de richesses dans le royaume? Tandis que si on n'a rien, si on est prolétaire, eh bien on ne bénéficie pas de la déflation. Et donc ça accentue les inégalités. Et puis surtout, en fait, plus personne n'investit. Et dans une société qui n'investit plus, on passe en déclin. Et quand vous êtes en déclin, vous êtes un bon candidat pour être envahi par vos voisins ou passer en guerre civile. Et donc, pour compenser l'arrivée des richesses par bateau entier, il faut créer de la monnaie en proportion de cette richesse. Et donc, les banquiers centraux, qui étaient loin d'être bêtes, sont montés en haut de Big Ben. Et ils ont compté les bateaux qui remontaient la Tamise. Ils ont ensuite multiplié par le nombre de ports en Angleterre, et ça leur a donné une estimation de combien il fallait imprimer pour garder une richesse en rapport avec l'argent pour le bien de tous. Et on parle de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc l'objectif, c'est d'injecter cet argent dans l'économie. C'est pas de le mettre dans sa poche. Pas tout, en tout cas. Alors, comment on va faire? Alors, c'est là qu'arrive la bonne idée. Les banquiers centraux ont décidé de prêter cet argent à ceux qui font marcher l'économie, ceux qui génèrent du progrès et d'autres richesses. Je parle ici des gens qui construisent des maisons,
les entrepreneurs qui veulent créer une société, les gens qui créent de la valeur. Comme ça, on va rentrer dans un cercle vertueux. Les richesses créent de la valeur, on crée de la monnaie en proportion, on la donne à ceux qui créent de la valeur, et on reboucle. C'est absolument irréfutable. Et ça fonctionne. Hein. C'est grâce à ce modèle que nous nous sommes incroyablement enrichis depuis le 19e siècle. Si on regarde bien, on est collectivement parti d'une société à la Zola ou à la Dickens, et on est arrivé à la société occidentale qu'on connaît tous, incroyablement plus riche. Bon, alors ok, ça ne s'est pas toujours passé sans qu'il y ait quelques guerres ou quelques révolutions. Mais quand même, à l'arrivée, le bilan est positif. Il y a quand même un gigantesque problème dans ce modèle. Il y a un éléphant dans le couloir. Quelque chose qu'on oublie très facilement. On ne prête qu'aux riches. Et c'est tout à fait logique. Hein. Les riches, ils sont solvables. Il y a moins de risques de ne pas être remboursés. Et donc, cette création monétaire si virtueuse, si créatrice de valeur, qui génère tant de progrès collectifs, elle est injectée en priorité en haut du chapeau de sorcière. Donc non seulement la préférence pour le présent fait aspirer l'argent de ceux qui payent les loyers vers ceux qui ont des maisons, mais en plus, la création monétaire elle-même aussi est injectée au sommet de la pyramide. On a ici un double effet créateur d'inégalité. Donc, globalement, si vous regardez bien l'ensemble de la population, elle vit beaucoup mieux en 2025 qu'en 1960. Et pourtant, les sondages montrent que les gens sont plus malheureux parce que les inégalités sont plus fortes. Alors c'est très perturbant parce que l'objectif quand même de tolérance du capitalisme, c'est de rendre les gens heureux par le progrès. Et là, on vient de dire l'inverse. On vient de dire que l'accroissement des inégalités les rend plus malheureux, même si pour autant ils ont plus de richesses que leurs parents. Bon. En tout cas, comme tout à l'heure, je le répète, c'est pas un complot, c'est un phénomène structurant inhérent à notre système économique. Accroître la masse monétaire par le prêt est forcément générateur d'inégalités, parce qu'on prête forcément plus aux riches qu'aux pauvres. Pour les meilleures raisons du monde, nous avons nous-mêmes construit la potence où nous serons pendus. Et donc il faut changer le système. Il faut rediriger une partie de la création monétaire vers le dividende démocratique. Alors maintenant, je voudrais qu'on parle d'inflation. En France, en Europe, on dit que l'inflation est mauvaise. Tout le monde est persuadé qu'il ne faut pas d'inflation. Mais en fait, ça dépend comment elle est générée, cette inflation. Alors oui, effectivement, une inflation qui est générée par le prêt, via le système bancaire, est mauvaise, puisqu'elle est injectée en haut de la pyramide. Mais je veux vous démontrer qu'une inflation générée par dividende démocratique va en fait être bénéfique et va même corriger les inégalités. Pour cela, je vais prendre un cas simplifié. Imagine que j'ai 1000 et que toi tu es 10. La masse monétaire totale est de 1000 plus 10 égale 1010. Et le ratio entre nous est de fois 100. 10 fois 100 égale 1000. Là-dessus, je décide de générer une inflation de 2% et pour cela, d'imprimer 20 supplémentaires, que je split en deux et j'en donne 10 à chacun. Maintenant, moi, j'ai 1010 et toi, tu as 20. Et du coup, le ratio entre nous deux est de l'ordre de 50. Je rappelle que la fois d'avant, il était à 100. Si je recommence de la même manière, j'imprime 20, je le sépare en deux, je donne 10 à chacun. Maintenant, moi, j'ai 1020 et toi, tu as 30. Et le ratio entre nous n'est plus que de 34. Alors, je peux commencer la même chose année après année. Et si on regarde, on voit que le fait de générer cette inflation provoque une réduction constante des inégalités entre nous. Alors si je résume, on est parti d'une situation fortement inégalitaire dans laquelle j'avais 100 fois plus que toi.
Et 2 ans après, avec un dividende démocratique de 2%, on est dans une situation où je n'ai plus que 34 fois plus que toi. Comme il y a eu 2 fois 2% d'inflation, la masse monétaire est passée à 1050. Alors je vais corriger cet effet d'inflation de façon à revenir à une masse monétaire de 1010. Ça veut dire que, en fait, maintenant, moi, j'ai en relatif 981, tandis que toi, tu as 29. Mais si on regarde bien, ça, c'est équivalent à me prendre 19 sur les 1000 initiaux, soit environ 4%, et à te les donner pour t'amener à 29. On arrive bien dans une situation complètement identique. Me prendre 4% de ce que je possède pour te le redonner, c'est complètement équivalent, en fait, à faire un impôt sur le capital. C'est ça, la vérité. C'est que le dividende démocratique est équivalent à un impôt sur le capital. Mais un impôt sur le capital qui serait beaucoup plus facile à prélever. Parce qu'on n'a plus besoin d'avoir un État un peu policier comme ça, qui a besoin de savoir exactement quel est le capital de chacun. On n'a pas besoin d'une armada de fonctionnaires qui vérifie que les déclarations sont exactes. Non, simplement, on fait une création monétaire avec distribution d'un dividende démocratique à chacun des citoyens. Alors notez quand même que le modèle est trop simpliste, hein. Il faut prendre en compte le fait que j'aurais pu placer mes 1000 de départ à 2%, j'aurais pu investir, et j'aurais généré ainsi 10 de rémunération. Dans notre micro-société de 2 personnes, ça veut dire que tu aurais toi-même payé ces 2%, hein. Et donc c'est la préférence pour le présent qui m'aurait permis de récolter 2% de rémunération. Et donc la création monétaire a permis d'annuler la préférence pour le présent. C'est très important ce que je viens de dire, hein. La création monétaire a permis d'annuler la préférence pour le présent. Grâce à la création monétaire, distribuée par dividende démocratique, les inégalités se sont stabilisées. De plus, pour conserver ma richesse relative, pour gagner mes 2% de rémunération, je suis obligé d'investir, je suis obligé de prendre un risque. Et à l'arrivée, on crée un système dans lequel macroéconomiquement, tout est équilibré. Il y a toujours des entrepreneurs, hein. Ils prennent des risques, ils réussissent et ils deviennent super riches, et il y en a d'autres qui se plantent. Mais en moyenne, c'est équilibré. Le capital est rémunéré à hauteur de la valeur qu'il crée, et le poison lent de la préférence pour le présent est corrigé, annihilé. En fait, ce qui a été fait ici porte un nom. Ça s'appelle la monnaie par hélicoptère. Hélicoptère-monnaie. Il faut voir l'image. Vous grimpez dans un hélicoptère, vous ouvrez la porte et vous balancez des sacs de billets dehors. Alors bien vu, bien sûr, vu comme ça, difficile de croire que ça soit vertueux, hein. On peut se dire, c'est comme avec le revenu universel. La volonté de faire le bien nous amène mécaniquement dans une impasse. Mais avec le dividende démocratique, on ne distribue que la richesse qui a été créée collectivement, hein. On corrige les inégalités consubstantielles de notre système économique. Alors oui, c'est vertueux. On ne va pas nommer un espèce de comité de sages qui va décider combien on distribue et au passage prendre des commissions, hein, ou utiliser le pouvoir qu'il en retire. Aucun démagogue ne peut venir et dire je vais doubler le dividende démocratique. Parce qu'en fait, le dividende démocratique, il est calculé. Il est lié à la création de valeur de la nation. On distribue uniquement ce qui a été indûment capté à cause de la préférence pour le présent. Et donc, à l'arrivée, on se propose de moduler le système de création monétaire actuel avec un dividende démocratique distribué à tous les citoyens, qui nous permettra de compenser le problème structurel de la préférence pour le présent. Alors oui, le dividende démocratique va générer de l'inflation, mais une bonne inflation. Une inflation qui corrige les forces inégalitaires qui ruinent notre société. Vous êtes toujours là? Parce que maintenant, je voudrais adresser un point extrêmement important. On a dit qu'on allait distribuer un dividende démocratique à chaque citoyen. Hein, un citoyen, un vote, un chèque. Mais quid des enfants, ceux qui ne sont pas encore en âge de voter?
Est-ce qu'ils ont droit, eux, à un dividende? Eh bien, je propose le modèle suivant. On va donner la moitié du dividende démocratique sous forme d'allocation familiale aux parents. Et l'autre moitié, on va la capitaliser. Et si on fait ça pendant 18 ans, soit 216 mois, et si on suppose une rémunération à 3%, on va créer un capital de, tenez-vous bien, presque 70 000 euros. Et donc, à sa majorité, chaque jeune va toucher 70 000 euros pour étudier ou pour créer sa propre entreprise, inventer quelque chose de nouveau, créer sa propre innovation. Et au passage, en agrégeant tout cet argent capitalisé pendant 18 ans, on va créer des fonds d'investissement. Traditionnellement, les fonds d'investissement, ils sont financés par les retraites. Mais les retraites, c'est les gens du passé. Ici, on alimente des fonds avec l'argent des jeunes qui représente le futur. C'est quand même un beau symbole. Il y a environ 15% de jeunes en dessous de 18 ans. Si on capitalise la moitié de leurs dividendes chaque mois, ça donne 30 milliards par an d'investissement, dont au moins une partie pourra servir à l'innovation et à la décarbonation. Et on règle ainsi le problème de l'une des plus grandes inégalités existantes, l'inégalité devant le capital. Parce qu'en effet, il est beaucoup plus difficile d'entreprendre quand on n'a rien et qu'on n'est pas soutenu par sa famille, qui, elle, n'a rien non plus, que quand on a un capital de départ. Quand vous devez perdre de l'argent, à la limite, ça pique un peu. Mais quand vous devez miser votre repas du lendemain ou celui de vos enfants, vous y réfléchissez à 2 fois. En donnant à chaque jeune adulte un capital de départ, on rétablit l'équité. C'est tellement énorme que je vais me répéter. Grâce au dividende démocratique, chaque jeune, quelle que soit sa condition sociale, recevra à sa majorité 70 000 euros pour étudier et entreprendre. Et en plus, nous allons générer 30 milliards de capacités d'investissement dans notre économie. Je rappelle, tout ceci est dans l'Excel. Attendez, parce que c'est pas fini. On va aussi utiliser la manne du dividende démocratique, financé par création monétaire, pour résorber le déficit. Comme nous l'avons vu, quand l'État emprunte, en fait, il le fait par préférence pour le présent. Et ce faisant, il accentue les équilibres et il aggrave le non-respect de la règle d'or. L'enveloppe dividende démocratique de 480 euros par citoyen et par mois représente en moyenne 250 milliards par an. C'est vraiment beaucoup d'argent. Je rappelle qu'une partie, quand même, est capitalisée dans les fonds jeunes. Cet argent étant redistribué aux citoyens, en compensation, il faut diminuer l'aide de l'État. On ne veut pas augmenter l'État. Par exemple, l'État il peut défalquer les allocations familiales de son budget. Donc, et si on baisse les dépenses sociales de l'État de 200 milliards d'euros, on remet le déficit budgétaire à zéro. Et on rembourse la dette petit à petit. À raison de 100 milliards par an de remboursement, on peut résorber nos 3 000 milliards de dettes en 30 ans, sans impôts supplémentaires. Et au passage, on en profite pour voter une loi qui interdit à l'État d'être en déficit, afin de ne plus jamais nous retrouver dans la situation actuelle où le dernier budget à l'équilibre date d'il y a 50 ans. Allez, je vous donne une autre justification du dividende démocratique. En fait, elle repose sur un concept que j'appelle la valeur sociétale et que je mets en opposition avec la valeur marchande. Il y a des tas de citoyens qui créent de la valeur sans être rémunérés. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, quand un bénévole va aider la Croix-Rouge ou les Restos du Cœur. Il rend service, il crée du lien social, il n'est pas rémunéré. Quand quelqu'un écrit dans Wikipédia, il génère une valeur énorme, gigantesque, et il fait ça gratuitement. Plus loin de nous, prenez un zadiste qui touche le RSA. Là, il part dans les Cévennes, dans un petit village paumé, et pour améliorer son quotidien, il défriche une terrasse en pierre sèche millénaire pour y planter 5 courgettes et 4 aubergines. Eh bien, en faisant ça,
il crée un environnement de pure beauté. Et vous, quand vous passez à côté, vous trouvez ça beau, et ça vous fait plaisir, ça vous rend heureux. Et le lundi, après votre balade du dimanche, quand vous retournez au travail, vous êtes énergisé par votre balade de la veille, et ça vous rend plus productif. Et donc la création de valeur sociétale du zadiste augmente la valeur marchande que vous générez. Et de même, quand les voisins se réunissent pour un grand barbecue au milieu de la rue, ça crée du lien social, du bonheur. Il n'y a pas besoin d'argent pour tout ça. C'est tout ce lien social qui fait avancer le monde, au moins autant que le progrès. On ne peut pas tout ramener au mercantile. Les rapports humains ne sont pas toujours tarifés. Il faut toujours garder de la place pour des actions désintéressées. Ces actions désintéressées, bien que sans valeur marchande, ont augmenté le capital commun qui finalement se retrouve dans la création de valeurs communes. Et c'est cette valeur commune qui est captée indûment par la survaleur, par la préférence pour le présent, par le capital. Il est donc logique de retrouver ces contributions dans le dividende démocratique. Alors après, il y a aussi la question du travail. Au début, quand j'ai commencé à parler du dividende démocratique, certains m'ont dit tu attaques la valeur travail, fondement de nos sociétés. Parce que c'est vrai, ils n'ont pas tort. En fait. Pourquoi travailler si l'argent est gratuit? Mais moi, je pense qu'une grande partie du travail va disparaître, en fait, à cause des robots et de l'IA. C'est mécanique, en fait, c'est obligatoire, et c'est déjà commencé. Alors certains disent, oui, mais les gens qui remplissent les postes qui vont être remplacés, eh bien, ils pourront se concentrer sur des tâches moins répétitives. Ils disent des tâches à haute valeur ajoutée. Mais en fait, factuellement, je veux dire, certains citoyens n'arriveront pas à suivre tous ces bouleversements par manque de compétences ou simplement d'envie. Que vont-ils devenir? Parce que, en plus, le digital, l'IA, c'est les GAFAM, c'est the winner takes all. En fait, c'est la quintessence de la concentration du capital. Alors oui, ça va créer de l'abondance. Oui, il y aura de la valeur, mais elle n'ira que dans quelques mains. Et donc, ça va exacerber les inégalités entre ceux qui peuvent produire et ceux qui sont laissés de côté. Et donc, plus que jamais, il faut admettre qu'on doit redistribuer. Mais pas comme une aumône, une aumône aux plus démunis, distribuée par un État obèse et chicanier. Non, en fait, c'est un droit citoyen démocratique. Parce que sinon, on va se retrouver avec des millions de personnes malheureuses et sans aucun revenu. Et s'ils sont suffisamment nombreux, eh ben, ils vont déstabiliser la société. Ils vont élire des gouvernements surétatiques qui vont tuer l'économie, ou ils vont élire des dictateurs qui vont déclencher des guerres et des révolutions. Chaque citoyen a le droit de toucher un dividende démocratique, de même que chaque actionnaire d'un GAFAM va toucher un dividende issu des robots et des IA qui détruisent le travail. Je ne sais pas si vous voyez l'image. On est parti de la règle d'or de l'économie qui représentait l'équilibre entre le capital et le travail qui marchait main dans la main. Mais avec les robots, avec l'IA, on bascule dans un monde où le capital génère des robots qui détruisent le travail. Et donc il faut vraiment donner du pouvoir d'achat aux citoyens pour qu'ils profitent de l'abondance générée par les robots. Il faut changer notre système. Un autre point où le dividende démocratique va en fait contribuer à faire progresser le travail. Le dividende démocratique va nous permettre de régler le problème des effets de seuil. Aujourd'hui, quand quelqu'un est au RSA, s'il recommence à travailler, il va cesser de percevoir ce RSA, il va juste le perdre. Alors pas tout de suite, mais tôt ou tard, on va lui enlever s'il recommence à travailler. Par exemple, il va prendre un job au SMIC, mais comme il n'a plus le RSA, à l'arrivée, il gagne moins que le SMIC. Et en plus, il doit aller travailler en voiture ou en transport, et ça coûte de l'argent. Il peut y avoir aussi des frais de garde pour les enfants. Alors il se dit, mais pourquoi j'irai travailler? Et donc le RSA le maintient dans une trappe à inactivité. Il a moins de raisons de travailler. Alors qu'avec le dividende démocratique, tout ce qu'il va gagner avec ses bras, même à temps partiel,
ça va rester dans sa poche. En plus du dividende démocratique, qui est un droit citoyen. Allez, encore un autre point de l'impact du dividende démocratique sur la société. Le dividende démocratique va permettre aussi de renforcer le sentiment d'appartenance à une aventure commune. Parce que certains citoyens se sentent laissés de côté par la société, comme des parias. Mais si chacun est actionnaire à part égale, tout le monde est propriétaire. Et prenez un exemple simple, je veux dire, si un jeune détruit un abri de bus, eh ben, il se touche lui-même. Alors certes, il possède que 1,67 millionième de l'abri de bus, mais quand même, il en a un bout. Et en le détruisant, eh bien, il attaque son propre capital. Et ça, c'est quand même pas rien de changer tout le monde en propriétaire à part égale, en actionnaire, en rentier. Ce sera l'occasion d'expliquer les mécanismes du capitalisme et d'impliquer chaque individu dans cette gigantesque entreprise qui nous concerne tous. Donc le citoyen devient actionnaire de la nation et il a autant droit à un dividende qu'un actionnaire d'une société commerciale. Autre sujet, l'écologie. Quel serait l'impact d'un dividende démocratique sur l'écologie? Ce qui est sûr, c'est qu'en créant un dividende démocratique, on va, du moins je l'espère, abaisser l'extrême pauvreté. Or, je pense qu'il est impossible de penser à l'écologie quand chaque jour qui passe, on doit lutter pour ne pas mourir de faim. Parce qu'il faut bien comprendre qu'un paysan au Brésil, qui n'a rien pour nourrir sa famille, pour le convaincre qu'il ne doit pas brûler la forêt amazonienne pour planter de quoi se nourrir, bonne chance. Parce qu'il n'a juste pas le choix. Tant qu'il n'aura rien pour vivre, rien qui lui permette de s'éduquer, de comprendre que quelque part, en détruisant la forêt amazonienne, il détruit du capital de l'humanité, du capital commun, eh bien on ne pourra rien changer. Si tout le monde a de quoi manger, peut-être qu'on pourra faire plus pour l'écologie. Alors en fait, le dividende démocratique met en accord deux mondes irréconciliables. D'un côté, l'individualisme du capitalisme et de l'autre, le collectif des intéressés. Les deux faces de la même pièce. D'un côté, on voit qu'il y a un lien avec la redistribution, le revenu universel et le partage. Mais le dividende démocratique, c'est aussi libérer les forces vives de la nation, sortir les gens de l'assistanat et des effets de seuil qui plombent notre économie. On n'a même pas besoin d'augmenter les impôts pour financer la mesure, puisqu'elle est financée par un transfert de la création monétaire vers ce dispositif. En fait, on recommence à financer l'État par la création monétaire, comme cela a toujours été fait depuis la nuit des temps. Mais on le fait démocratiquement, automatiquement, parce que la création monétaire est un outil trop dangereux, trop puissant pour être laissé dans les mains des politiques. La création monétaire engendre une inflation saine, qui est proportionnelle à la richesse de chacun. C'est équivalent à un impôt sur la fortune. Mais un impôt idéal, assiette maximale, et coûte rien à percevoir. Et donc le deal serait de dire aux gens, vous êtes citoyen actionnaire, vous allez bénéficier d'une rente liée à la création de valeurs communes. Alors en contrepartie, vous allez vous prendre en main. Vous allez cesser de dire que c'est à cause de la société que vous êtes malheureux, que le monde est injuste, etc. Il ne faudra plus dire que le grand capital vous ment et vous spolie, puisque globalement, la règle d'or est maintenant respectée. Et cela fait que ça n'est plus vrai. La préférence pour le présent est compensée. On est à l'équilibre. L'argent que va gagner l'entrepreneur qui réussit, il le gagnera sur le dos d'un autre entrepreneur qui, lui, va échouer. Et non plus en captant la survaleur générée par le collectif. Le travail mort cesse de manger le capital vivant, comme disait Karl Marx. Alors oui, il y aura encore des super riches, mais au moins, les ultra pauvres seront moins pauvres. Ils auront un minimum vital qui en plus leur est dû
et pas une aumône comme l'est le RSA. Il y aura infiniment plus d'entrepreneurs car les jeunes auront leur chance d'innover grâce au capital qui leur sera donné à leur majorité. Si le bénéficiaire préfère le dépenser en fumant des joints ou en regardant la télé, eh bien tant pis pour lui. Moi, au moins, personnellement, j'aurais l'impression d'avoir fait vraiment tout ce que j'ai pu pour l'aider. Et donc j'aurais plus cette espèce de culpabilité latente qui me ronge, en fait, parce que je saurais que c'est lui, et non le système, qui est responsable de son échec. Ce sera la fin du discours victimaire, ce carburant de la démagogie qui ronge notre démocratie. C'est donc très important que tout le monde touche ce dividende démocratique. Même l'homme le plus riche du monde, même Bernard Arnault. Alors d'abord parce que Bernard Arnault, il n'y en a qu'un. Donc il y en a quand même beaucoup moins qu'il y a de pauvres, en tout cas, et donc c'est pas la peine de monter toute une autre armada de fonctionnaires usine à gaz qui va définir, contrôler des seuils de revenus maximum, minimum, pour avoir le droit de toucher le dividende démocratique avec 20 papiers à remplir. Donc l'efficacité, le symbole démocratique nous commande d'être universel et sans condition. Alors autant que tout le monde perçoive son dividende démocratique parce que le symbole, c'est important. Personne ne remet en cause le droit d'un pauvre de voter, donc personne ne doit remettre en cause le droit d'un riche de toucher son dividende. Un citoyen égale un vote, un citoyen égale un droit identique, et donc un citoyen égale un dividende. Le deal que je voudrais faire serait de dire nous allons créer de la valeur collective grâce à ceux qui prennent des risques en investissant, mais aussi au travail de tous. Et nous allons rémunérer ces entrepreneurs à la hauteur de ce qu'ils nous apportent, mais pas plus. Ils peuvent garder l'équivalent de la croissance plus l'inflation, et le reste, il faut le rendre à la collectivité par le dividende démocratique. Parce que ce reste, en fait, c'est le fruit de l'économie non marchande. C'est le fruit du bénévolat et du don envers son prochain. Ainsi, chaque citoyen s'enrichit de la valeur créée collectivement, et il a un sentiment d'appartenance qui le touche directement. Et en échange, on remet plus de liberté afin que la valeur créée soit maximale. Il va falloir démonter quelques-uns de ces dispositifs inefficaces, ces dispositifs sapeurs-camembert, que nos politiques ont inventés pour nous protéger, mais qui sont autant de freins à notre économie. Puisqu'on a mis un matelas de dividendes démocratiques, alors on a peut-être moins besoin du filet de la protection sociale. Et ainsi, on aura simplifié l'État et on va pouvoir réaffecter quelques dizaines d'armadas de fonctionnaires à l'éducation, à la santé, à la police, aux régaliens. On ne demande pas que l'État réduise son train de vie, on demande juste que l'État transfère les fonctionnaires libérés des tâches sapeurs-camembert sur le terrain, dans les hôpitaux et les écoles. Et donc, on va rendre l'État plus efficace, on va améliorer le service public, et ce, sans impôts supplémentaires. Quand j'explique tout ça, à ce moment-là, en général, il y a quelqu'un qui lève la main et qui me dit mais tu raisonnes au niveau de la France, alors que la création monétaire aujourd'hui, elle est orchestrée au niveau de la Banque centrale européenne. Alors, effectivement, j'ai beaucoup parlé de la France, parce que ça parle à tout le monde, mais tout ce que j'ai dit, en fait, globalement, reste vrai au niveau européen. Et c'est effectivement à ce niveau-là qu'il faut traiter le sujet. Alors oui, c'est sans doute encore plus difficile. Oui, ça va demander l'unanimité de tous ceux qui utilisent l'euro. Et oui, le chemin est encore long avant de convaincre une majorité de citoyens européens que la solution est le dividende démocratique. Alors oui, ça va être un sacré travail de convaincre tous ces Européens. Mais à ce moment-là, devant l'ampleur de la tâche, moi j'aime bien citer Schopenhauer. Toute vérité passe par 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée, ensuite elle est violemment combattue, et enfin, elle est acceptée comme une évidence. Parce que s'il y a une chose que l'histoire a montré, c'est bien la puissance de la majorité et du consensus. Une idée iconoclaste l'est
tant qu'elle est minoritaire. Mais si elle devient majoritaire, alors elle arrive toujours à s'imposer. Ce ne sera pas la première fois en fait qu'une idée qui paraissait absurde devient la norme. Et je voudrais juste vous donner un exemple. Par exemple, vous considérez que l'impôt sur le revenu est évident, hein, partie de votre vie. Eh bien, sachez que ça n'a pas toujours été ainsi. Il faut remonter au 31 juillet 1848. Un jeune député, fraîchement élu, expose un projet de loi qui vise à établir un impôt sur le revenu, hein, parce que ça n'existait pas à l'époque. Et donc, il s'appelait Proudhon, c'était lui le député. Et il est interrompu, hein, et un blâme est voté par l'Assemblée pour le faire taire. Alors, je cite le texte de l'Assemblée. L'Assemblée nationale, considérant que la proposition du citoyen Proudhon est une atteinte odieuse au principe de la morale publique, qu'elle viole la propriété, qu'elle encourage la délation, qu'elle fait appel aux plus mauvaises passions, passe à l'ordre du jour. Donc, exit la proposition d'un impôt sur le revenu. 691 voix contre et 2 pour, hein, dont celle de Proudhon. Et donc on est 170 ans après, et cet impôt sur le revenu, qui paraissait absurde en 1948, est devenu une évidence que personne ne veut remettre en cause. Et donc j'espère que le dividende démocratique mettra moins de temps à s'imposer. Voilà, c'est terminé. Et nous avons effectivement stoppé le déficit de la France et remboursé la dette nationale en 30 ans, généré des dizaines de milliards de fonds d'investissement pour l'innovation, la décarbonation, le changement climatique. Nous n'avons pas créé de nouvelles taxes et nous avons simplement réalloué des fonctionnaires, sapeurs camemberts, à des tâches plus régaliennes, la santé, l'éducation, la police, l'armée. Et tout ça en réduisant les inégalités. J'ai pas trouvé quelqu'un sur Internet qui ait proposé ce modèle. Hein. Tous ceux qui veulent corriger les inégalités proposent des solutions à base de plus d'État, plus d'impôts, impôt national, impôt mondial, impôt sur le capital, impôt à tous les étages, toujours plus d'impôts, toujours plus d'État et de collectivisation, avec pour conséquence moins de liberté et un alourdissement de la bureaucratie. Et à l'opposé, tous ceux qui veulent libérer les forces vives proposent des solutions darwiniennes qui laissent les plus vulnérables sur le côté, qui créent des monopoles destructeurs de l'environnement et qui broient les individus. Et même le centre est extrémiste avec son en même temps, ses non-décisions, ses réformes paramétriques. Leur priorité semble être de rester au pouvoir, mais bien entendu pour le bien de la société. Et pendant que tout ce beau monde se chicane entre eux, la France s'endette, les inégalités augmentent et l'économie stagne. Tous prétendent détenir une solution, mais ils ne proposent en fait rien qui stoppe notre course vers l'abîme, vers la guerre. Et donc il faut revenir à la base, au peuple, le démos de la démocratie. Avec le dividende démocratique, on renforce la démocratie. On donne plus de pouvoir au peuple et moins aux tribuns ivres de pouvoir. Et je mets dans le même sac ceux qui croient faire le bien alors qu'ils ne font que nous enfermer dans l'assistanat. La démocratie est fragile et si on laisse les gens se désespérer du système, ils vont élire les mauvaises personnes. Avec le dividende démocratique, j'espère obtenir une redistribution équitable qui n'alourdisse pas l'État et qui stoppe la démagogie. Et vous, qu'en pensez-vous ?